Christophe. Bonjour Nelly. Le Hibou, vous êtes spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Hibou est aujourd'hui la plus grande plateforme de freelance IT sur le marché. Votre mine d'or, ce sont vos experts IT en freelance. Est-ce que tu es un fervent amateur des roller coasters? Ah oui, j'aime bien. C'est vrai? Ouais. J'ai pratiqué un peu en Floride dans le cadre d'un kick-off il y a très longtemps. Et j'aime bien les sensations fortes que ça procure. Comme la vie d'entrepreneur finalement. Ouais, c'est un bon parallèle. Bon, quand tu as fait ton dessin, est-ce que ça t'a procuré, je sais pas, une rétrospective? Comment tu as senti cet exercice? Ce qui est intéressant, c'est que tu fais défiler finalement sur un bout de papier quelques décennies super rapidement. Et je trouve que ça permet de voir finalement les étapes les plus importantes de ta vie, à la fois sur le plan perso et pro. Le dessin, il est plus orienté sur des étapes professionnelles, mais c'est quand même très mêlé en fait à la vie perso. Là, j'ai trouvé que c'était un exercice hyper marrant, hyper intéressant. Donc on va y aller, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. On démarre par le Baby Chris. Voilà. 1973. Donc ça commence par là, l'histoire commence là, Ouais. avec des vagues. Donc toi, tu as représenté le fil entrepreneurial comme vraiment une vague, montée, descente. C'est la représentation que tu as de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus les années passent, depuis une dizaine d'années, les entrepreneurs sont vraiment mis sur un piédestal, etc. Et souvent, les gens de l'extérieur n'imaginent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Avec justement les hauts et les bas, on parle beaucoup d'ascenseur émotionnel. Et comme tu le sais, c'est hyper vrai. On passe par beaucoup d'étapes différentes. Même si quand les entreprises grossissent, c'est un peu moins le cas. Mais je trouvais que cette ondulation, je la trouvais intéressante parce que ça représente finalement assez bien le cheminement de l'entrepreneur. Donc là, on commence, tu as fait plusieurs entreprises, tu as créé plusieurs entreprises, certaines que tu as revendues. Ouais, tout à fait. On commence par la première. Alors, la première, c'est en 2004, donc ça fait 20 ans cette année. Je me dis, c'est fou, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, c'est passé tellement vite. Je quittais Business Objects, qui était un éditeur de logiciels français, première société cotée au Nasdaq, donc super success story. Donc là, tu étais salarié, c'est ça, à cette époque-là? Ouais. J'ai passé 3-4 ans pour faire mes armes en fait, chez BO. Très vite, j'ai eu envie de monter une boîte, ça me démangeait. Et déjà en école de commerce, d'ailleurs, j'avais pris l'option entrepreneur, alors que je n'avais pas du tout d'idée, mais en tout cas, ça me titillait déjà un peu. Et donc en 2004, je me lance avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Olivier. Et je lui dis, écoute, on est dans une super boîte, en fait, on devrait se mettre à côté de cette boîte et distribuer leurs produits et monter une boîte de conseil autour de BO. Donc ça a été le début de l'entrepreneuriat. Ça a été finalement assez facile, cette première société. Et même incroyablement facile, parce que hyper vite, on s'est retrouvés à gérer une centaine de salariés. On s'est retrouvés à faire 10 millions de chiffre d'affaires et on était des petits jeunes. Philippe avait 28 et moi 29. Donc étonnamment, en fait, la première aventure a été assez facile. Parce que finalement, tu sortais d'un groupe et tu étais en accord avec... vous étiez distributeur de ce groupe-là, donc finalement, tu avais une certaine sécurité. Mais est-ce que le fait justement d'être raccroché qu'à un seul groupe, c'est pas aussi... au début, tu es un peu trop dépendant de ce groupe-là? Si, mais en fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on était partenaire de Business Objects, mais on a élargi le partenariat à tous les éditeurs dans le domaine de la data. Et surtout, on a pris beaucoup de distance par rapport à BO, puisque l'activité de conseil a pris énormément d'envergure. Donc, on a complètement réduit notre dépendance assez naturellement, super vite. Et on s'est retrouvé, ce qui était marrant, surtout à gérer une boîte. Je ne vais pas dire qu'elle nous dépassait, mais on n'aurait jamais imaginé qu'on irait aussi vite, aussi loin. On avait monté quand même une belle petite boîte très spécialisée sur les métiers de la data, qui était hyper rentable. Et voilà. Et en fait, on l'a revendu finalement assez tôt. Combien de temps vous avez duré sur cette expérience? Avec la phase d'earn-out, ça a duré 7 ans. Mais on l'a vendu au bout de 5 ans, ce qui était vraiment hyper tôt, surtout qu'on avait fait le plus dur.
Et puis tu sais, tu cèdes un peu aux sirènes du M&A où tu as des gens qui viennent te voir en disant ta boîte elle vaut tant, t'es jeune, t'as des gamins, tu dis bon allez on va faire une première étape. Rétrospectivement je pense que c'était très très tôt pour la vendre. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Tu aurais voulu la garder plus longtemps ? On aurait pu l'emmener hyper loin cette boîte, hyper loin. Et j'en ai tiré plein d'enseignements par rapport à ce que je fais aujourd'hui chez Le Hibou. Où du coup, je sais que le temps est l'allié de l'entrepreneur. Et ce que j'ai surtout retenu, c'est que quand tu montes une boîte, finalement, je trouve que les 3 premières années, tu fais beaucoup moins de choses que ce que tu aimerais faire parce que tu es dans une forme d'adversité, mais permanente. C'est dur de recruter, c'est dur de choper les premiers clients. Tout est dur. Et par contre, dans les étapes d'après, tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que ce que tu aurais imaginé. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Le Hibou, où on accélère à fond après 8 ans. Parce que finalement, les 3 premières années, tu as soit le concept, tu essuies tous les plâtres. C'est souvent là où d'ailleurs les entreprises disparaissent au bout des 3 ans. C'est un peu le chemin crucial de ça passe ou ça casse. Ouais. Et voilà, c'est vraiment une étape de test, de trouver son marché, trouver sa clientèle. Et après, normalement, tu déroules en run, quoi. C'est build, run. Ouais, exactement. Et puis, il faut construire l'équipe, monter des process. Tu montes ton usine, en fait. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, tu ne produis pas grand-chose. Vous étiez en plus en levée de fonds, vous avez fait tout ce process-là, ou vous, c'était que de la croissance de la part du chiffre d'affaires, finalement ? Full croissance organique. Mes 4 premières sociétés, en fait, je les ai autofinancées, sans jamais faire entrer de fonds d'investissement, sans jamais faire de dette. Ce qui peut aussi, d'ailleurs, avoir une certaine limite. Et c'est la première fois, là, chez Le Hibou, on en parlera après, si tu veux, que j'ai fait rentrer un fonds. Mais non, ça, j'ai toujours autofinancé. Donc, pas de défocus lié à de l'ingénierie financière. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça la vertu on l'a un peu vécu avec la chute un peu des startups dernièrement, où en fait, on overvalue, les valorisations sont exponentielles et on tend pas forcément vers les rentabilités. Ouais. Là, le fait de fonctionner un peu en bon père de famille sur des formats traditionnels, finalement, c'est plus vertueux. Mais tu dis quand même qu'il y a un moment donné où peut-être on voudrait accélérer et c'est que la levée qui peut le permettre. Dis donc, je pense que c'est un grand débat, mais ça dépend vraiment des modèles. Quand tu es en B2C, tu as besoin de te faire connaître auprès du grand public. Je pense que tu n'as pas le choix, il faut lever de l'argent. Quand tu es en B2B, ne pas lever d'argent et bootstrapper son modèle, souvent, ça permet de faire moins de conneries. Tu sais mieux compter les euros, tu fais attention à tes recrutements, etc. Et tu as une obligation finalement d'être rentable à très court terme. Donc moi, toutes mes boîtes, 2e, 3e année, en fait, on était break-even parce que justement, je n'étais pas financé. Et donc, ton mindset est complètement différent. Donc en fait, finalement, break-even, pour que les gens comprennent, finalement, c'est à partir du moment où tu étais dans la dette, tu passes dans le bénéfice. Ouais, c'est ça. Break-even, tu es à 0, tu ne perds pas d'argent. Exactement. C'est le début de la rentabilité. Donc là, on est sur une première société revendue. Ouais, ton premier exit. Ouais. C'est quand même un moment fort de faire un exit d'entreprise. Carrément. J'avais 34 ans. On a quand même financièrement fait une opération incroyable en très peu de temps. Donc c'est super excitant. Même si l'argent n'est pas la finalité, quand même, c'est un moment de ta vie où tout d'un coup, ça change ton quotidien. On peut dire les choses comme ça. Mais justement, parce que moi, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est un peu le but de cette émission aussi, de à la fois parler des moments difficiles, mais aussi des moments où c'est bénéfique de dire j'ai fait un earn-out. Ouais. Et finalement, comment tu as préparé ça, en fait ? Tu t'es fait accompagner, tu l'as fait... comment vous êtes parti là-dedans ? À quel moment vous êtes dit on vend ? En fait, on était... Franchement, c'est là où je te dis qu'on était jeunes et mal accompagnés. C'est d'ailleurs la grosse différence avec la deuxième partie de ma vie professionnelle, où je me suis créé un écosystème avec Croissance Plus, avec France Digital, avec plein d'entrepreneurs, avec des coachs, etc. Avec un fonds d'investissement qui t'amène une culture sur la partie financière. Là, on était jeunes, on ne s'est pas du tout fait accompagner. Un jour, il y a un type qui sonne à notre porte et qui nous dit je connais une entreprise qui veut vous racheter. C'est toujours un peu flatté, tu vois, t'es flatté quand on te dit ça, donc on a été au rendez-vous. Et là-dessus, le gars nous dit bon, votre boîte, elle vaut tant. Et là, on est tombé de notre chaise avec Philippe Olivier. Je me souviens très bien, on est redescendu dans l'ascenseur, on était mort de rire en se disant mais c'est un truc de malade.
Et en fait, ça a mis dans notre esprit le germe d'une idée de pourquoi on revendrait, et si on revendait. Et 1 an plus tard, en fait, il nous a aidé à bien habiller la mariée en vue de faire un deal. Et en fait, voilà, c'est fait comme ça. Mais on n'avait pas du tout préparé la suite. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Qu'est-ce qu'on fout après ? T'as 35 ans, t'es plein d'énergie. Ok, t'as gagné un peu de rond, mais qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Et en fait, ça s'anticipe. Ah, tu penses vraiment qu'on peut anticiper Ah ouais, je pense que ça s'anticipe vraiment de se dire si je vends ma boîte. Mais je t'apprends rien, le nombre d'entrepreneurs qui sont déprimés après avoir vendu leur boîte parce qu'ils ont perdu cette adrénaline de l'entrepreneuriat. Mais finalement, on remonte dans le manège. Ouais, voilà. Ouais, mais parfois, c'est dur, tu vois. Tu quittes un truc. Nous, quand on a vendu Aralis, comme je te disais, en fait, je me souviens, on avait 121 collaborateurs. Donc, en fait, tu commences à avoir du staff. Tu n'es plus en train d'aller acheter le PQ au Franprix en bas de l'immeuble, tu vois. Tu as des relais, tu as un management intermédiaire, etc. Tu redémarres de zéro. Et là, ça pique un peu parce que tu avais oublié, quoi. Ouais, tu reprends les habitudes, c'est toi qui dois mettre les mains dans le cambouis, c'est reparti. Ouais. Et tout est dur à nouveau, les premiers recrutements, parce que les gens n'ont pas confiance dans des boîtes qui démarrent, etc. etc. Sauf que tu t'assois d'une expérience que tu viens de vivre et finalement, tu fais plus confiance. Ouais, mais pas tant que ça. Je trouve que, franchement, pas tant que ça, à moins d'avoir monté Amazon ou Blablacar. Mais en fait, quand même, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein, tu vois. Je suis copain avec Augustin Paluel-Marmont, par exemple. Il a quand même une success story extraordinaire. C'est sûrement un marketeur hors norme. Mais redémarrer, c'est difficile, quoi. Il est dedans en ce moment. Et donc, quand même, il faut de l'énergie. Et donc, tu es reparti dedans. Donc, je suis reparti dedans. Voilà. Donc, je vais faire assez rapidement, mais j'ai remonté 2 boîtes simultanément. Une boîte qui était un job board, un site d'emploi sur Internet, parce que ça m'amusait de comprendre un peu le contour du monde Internet. On était plutôt dans le monde de l'IT ou de la tech. Et ça a été une super expérience. Tout ce qu'on fait dans la vie, finalement, sert pour un avenir plus ou moins lointain. Cette expérience-là, elle m'a énormément servi pour ce que je fais aujourd'hui chez Le Hibou. Donc j'ai remonté ces 2 boîtes. Ce qui n'était pas forcément une super idée, parce que 2 équipes différentes, et du coup, 3e étage dans un immeuble, 1er étage, machin. Tout le monde te dit un peu, bon, écoute Christophe, on aimerait bien que tu sois à 100%, mais tu peux pas, parce que on peut pas se couper en 2. Et du coup, j'ai revendu les 2 boîtes quelques années plus tard, la même année, à 6 mois d'intervalle. Et là, à nouveau, ça a été un moment, alors pour le coup, ça a été un moment vraiment super dans ma vie, parce que ça faisait, je sais pas, une 12aine d'années que j'étais à fond. Et pour la première fois, je me suis posé un peu pendant quelques mois. Et j'ai vraiment savouré, en fait, de ralentir, d'avoir du temps. C'est possible, ça, chez un entrepreneur. En fait, j'ai vendu les 2 boîtes à 6 mois d'intervalle. Une fois que la première était vendue, en attendant que la deuxième se vende, c'est là où j'ai vraiment décéléré, tu vois. Donc en fait, t'es pas complètement à zéro, t'as pas l'angoisse de te dire qu'est-ce que je vais foutre. Tu passes de 100 heures de travail à 50 heures, quoi. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et donc là, on voit justement dans ton dessin, on voit cet équilibre entre finalement le haut du dessin, qui est très centré finalement sur la vie, la famille, l'amour, les amis, le sport. Ouais. Et en bas, la vie entrepreneuriale. Ouais. Comment, justement, pourquoi cette représentation Parce que, à titre personnel, vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, globalement, je suis quand même super content sans fausse modestie, de ces 20 années et ce parcours entrepreneurial, parce que, 1, ça m'a donné une vie hyper exaltante, 2, hyper gratifiante quand même. Tout ça, en fait, je pense que j'ai réussi à le faire parce que j'ai toujours maintenu un équilibre entre ma vie perso. Mais au-delà de la vie perso, tu vois, j'aime pas trop cet équilibre vie pro, vie perso qui fait un peu penser aux salariés, tu vois. Mais c'est plutôt pour arriver à me ressourcer dans autre chose que le travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis sur le dessin ma femme. On a 6 enfants à nous 2 quand même, donc c'est assez exceptionnel. Le tennis. Qui est pour moi un truc super important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 83, la victoire de Yannick Noah, tu vois, qui est sûrement un peu un élément déclencheur
une envie de se dépasser. Ça, c'est sûr et certain. Dans le sport et après dans le boulot. Les copains, les vacances, le kite. En fait, voilà, moi, j'ai toujours réussi à maintenir une forme d'équilibre, même s'il y a des moments, évidemment, où je suis un peu dans le rouge au niveau pro. Et en fait, c'est grâce à ça que j'y suis arrivé, je pense. Et justement, cette gestion parents de 6 enfants versus parents de 120 salariés, comment tu fais justement, comment on s'organise ? Déjà, ce qui est assez marrant, tu vois, par rapport à la question que tu me poses, Nelly, c'est qu'il y a quand même des similitudes parfois entre l'éducation des enfants et le management de collaborateurs. Donc, avoir des enfants, ça t'aide aussi à piger 2-3 trucs, tu vois. Même si c'est très différent, mais sérieusement, il y a quand même des similitudes. Je pense que dans une fratrie, il y a besoin quand même d'un guide. Dans une entreprise, il y a besoin d'un leader. Je suis très attaché encore à cette vision de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on fait ? Justement, souvent, c'est bien quand même d'avoir une épouse qui soit aussi sur toutes les balles dans l'organisation de notre vie perso. Même si ma femme bosse aussi. Parce qu'elle a une entreprise de travaux qui l'occupe bien aussi, tu vois. Donc 2 entrepreneurs en plus. Ouais, on est 2 entrepreneurs, ouais. Mais probablement plus de latitude que moi, parce que moins de salariés, etc. Ouais, je pense que c'est vraiment une organisation quand même extrêmement rigoureuse pour arriver à gérer tout ça, l'organisation des vacances qui reviennent sans cesse, etc., les voyages. Ouais, parce que finalement, tu as ta journée d'entrepreneur qui dure 24 heures en général, sur une journée. Ouais. Et quand tu rentres chez toi, tu re-embrayes sur une journée. Il faut tout le temps être à fond finalement. Ouais, c'est vrai que le soir, souvent, on gère plein de trucs perso, donc tu es à nouveau sur ton ordi. Et puis après, s'occuper des enfants, c'est aussi passer du temps avec eux, surtout quand ils grandissent. Leur choix d'études, leur avenir professionnel. Donc c'est top, c'est hyper sympa. Et je pense d'ailleurs qu'avoir une vie d'entrepreneur, c'est un truc qui est aussi assez chouette pour eux, parce que tu leur partages une expérience. En tout cas, tu ne partages pas une expérience tiède quoi, de la vie. Et là, il faut qu'ils s'accrochent aux parents. Ouais. Donc là, arrive le hibou. Exactement. Arrive le hibou. Alors, l'idée en fait de cette société, je me souviens vraiment très bien du moment, parce que il se trouve que c'était en novembre 2015, la semaine où il y a eu les attentats de Paris. D'accord. Donc un moment assez dramatique à Paris quand même. Et moi à ce moment-là, j'étais très loin de la capitale, puisque j'étais parti marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les Pyrénées franco-espagnoles. Je suis parti de France, tu vois, à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, et puis j'ai traversé la frontière. À pied à pied, ouais. D'accord. Ouais. Tu l'as fait. À pied, sac à dos, 30 bornes par jour. Super. Et seul, puisque c'était un moment de ma vie où je me questionnais sur beaucoup de choses. D'accord. Et en fait, ce voyage a été assez incroyable, parce qu'il m'a ouvert l'esprit sur vraiment plein de questions que je me posais. C'était vraiment un voyage fantastique, des conditions de dingue. Au mois de novembre, il faisait un temps magnifique. Donc tu te retrouves en pleine montagne juste avant que la neige arrive. Et en fait, je suis rentré de ce truc-là et je me suis dit, mais je sais exactement la boîte que je vais remonter, tu vois. En fait, quand tu marches 30 bornes, tu es dans une forme de méditation. Parfois, tu réfléchis, parfois, tu réfléchis pas, mais quand même, il y a aussi une espèce de souffrance physique, parce qu'à la fin, c'est fatigant, surtout quand il y a du relief. Et en fait, j'ai plein d'idées qui me sont venues, plein de rencontres avec des étrangers pendant ce périple. Et je suis rentré et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. J'ai jeté les idées sur un PowerPoint, que j'ai encore, qui ressemble à rien. Mais par contre, mot pour mot, c'est exactement ce qu'est le hibou aujourd'hui. La seule différence, c'est que je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. 8-9 ans plus tard, on va bientôt avoir 9 ans. Mais sinon, en fait, voilà, on n'a pas du tout pivoté sur quoi que ce soit. Et c'est génial, quoi, parce qu'en fait, c'est, je pense, j'ai fédéré, en fait, l'ensemble des expériences que j'avais eues avant, l'ensemble des galères, des réussites, etc., pour arriver à essayer de me dire, voilà, en fait, le chemin, c'est celui-là, voilà comment on va le faire, voilà comment on va le séquencer. Bon, évidemment, il y a eu plein de surprises et plein de galères aussi chez le hibou. Mais globalement, on a quand même
une trajectoire qui est assez exceptionnelle en termes de croissance. On va faire 120 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On avait fait 82 l'an dernier. Donc, on est vraiment comme ça depuis le début. Et je pense que c'est grâce à une vision hyper claire de ce que j'avais envie de faire. Et puis, évidemment, aussi, il y a un facteur chance, parce qu'il y a eu un alignement de planètes qui nous a aidés à grossir aussi vite. Mais sur la structuration de la boîte, c'est évident que c'est toutes les expériences passées, en fait, qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans cette aventure-là. Et donc justement, finalement, tu ressors de cette marche. Ouais. Donc c'est là où ça se réveille l'idée. Mais c'est-à-dire que c'est en discutant avec les personnes que tu rencontres sur ton chemin que l'idée émerge. Enfin, comment ça se passe? Tu dis, tiens, elle vient d'où cette idée? Tu l'avais déjà emmagasinée au fur et à mesure? Ça vient d'un besoin? Pas du tout. En fait, donc, comme je te disais, mes 3 premières boîtes, je les ai vendues. Oui. Et j'en ai monté une 4e pendant 1 an et qui a merdé vraiment big time, qui était une marketplace dans un autre domaine, dans le domaine de l'immobilier. Et en fait, assez benoîtement, on s'est imaginé créer un truc dans un secteur qu'on ne connaissait pas bien. Et bref, au bout d'1 an, je pars en me disant on pédale sans chaîne, on crame du cash. On avait dépensé 700 000 euros quand même en 1 an. On avait recruté des développeurs. Et je ne voyais pas le truc, tu vois. Et j'étais vraiment dans un brouillard total. Et je me suis dit, bon, je vais m'arrêter 10 jours, je vais aller marcher seul pour essayer d'y voir plus clair. Et finalement, ce n'est pas tellement les rencontres que j'ai faites qui m'ont plus apporté humainement parlant. Mais par contre, j'ai eu une vision de ce que j'avais envie de faire en me disant, bon, ok, je rentre, j'arrête, bim. Donc tu as arrêté l'autre projet. Ouais. Terminé. Ouais, terminé. Donc un moment super dur quand même. Parce qu'il y avait quand même du people dessus, j'imagine. Il y avait du people, donc tu dis, voilà, on arrête. Donc tu vires tout le monde, tu acceptes d'avoir perdu tout l'argent que tu as investi, à nouveau en fonds propres. Mais ça, c'est le jeu, tu vois. Donc, quand tu es entrepreneur, tu sais qu'en général, tu gagnes. Bon, si une fois de temps en temps, tu perds, ça fait partie du jeu. Mais par contre, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais aussi envie de renouveau, tu vois, dans les gens avec qui je bossais. Et voilà, et donc l'histoire, le hibou a démarré comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le hibou? Alors le hibou, c'est une marketplace, une plateforme de consultants freelance spécialisée dans l'IT. Donc on fédère, si tu veux, une communauté de à peu près 80 000 consultants qui sont des experts qui ont quitté le salariat et qui s'inscrivent chez le hibou comme quand tu veux louer ta baraque, tu vas sur Airbnb par exemple. Et nous, on est une plateforme d'intermédiation et de services. Donc à la fois, on a des algos qui travaillent sur le matching entre les appels d'offres de nos clients qui cherchent des compétences. Et à la fois, on est une plateforme de service, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui qualifient les compétences, qui accompagnent nos clients. Et voilà. Et donc, en 2 mots, on est un peu moins de 100 collaborateurs. Comme je te le disais, on va dépasser les 100 millions d'euros cette année. On est rentré dans la French Tech 120 l'an dernier, ce qui a été une super reconnaissance pour nous. On est présent en France, on a ouvert des bureaux un peu partout dans les grandes villes. Et on a ouvert l'an dernier au Canada et en Belgique. Et on est vraiment à une phase où on parle de scale-up, de passage à l'échelle. C'est l'hypercroissance finalement. Parce que là, le hibou est tout... Enfin, c'est pas si vieux que ça. Ça a 8 ans et demi. Ouais, mais on est déjà en 100 millions. Vous appelez ça l'hypercroissance, non? Ouais, on est en phase, mais on est en phase d'hypercroissance finalement depuis le début. Ouais. Mais le côté scale-up, c'est qu'on est en train de changer de dimension, tu vois, et du coup, ça amène plein de questions sur l'organisation, sur le management, sur le codir, sur tout un tas de choses qui sont vraiment passionnantes. Et là, on est en plein dedans. Et notre fonds Ring Capital d'ailleurs nous aide pas mal. Là, tu es passé dans la levée de fonds. Ouais, exactement, ouais. Mais ils sont rentrés il y a 2 ans. D'accord. Alors qu'on était rentable depuis la 3e année, tu vois. Donc pour eux, c'est un facteur rassurant de rentrer dans une boîte rentable, j'imagine. Ouais, qui permet d'avoir une puissance, une position de force en quelque sorte sur la négociation. Oui, du coup, ils sont restés très minoritaires puisqu'ils sont arrivés assez tard dans l'aventure.
C'était une volonté à ce moment-là d'accélérer. C'est parce que vu que tu étais rentable, à quel moment tu t'es dit il faut qu'on lève des fonds? Alors, la levée de fonds, elle était plus pour faire aussi une opération financière à titre personnel. D'accord. Puisqu'il n'y avait pas besoin d'injecter beaucoup d'argent dans l'entreprise. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un sparring partner, tu vois, et de constituer un board avec des gens de bon niveau. Et tu vois, ce que je te disais au début sur Aralis, notre première boîte, qu'on a vendue un peu tôt, etc. Bon, ben là, moi, je suis toujours majoritaire chez Le Hibou. Mais par contre, je suis hyper bien accompagné. J'ai un fonds qui a les mêmes intérêts que les miens, à savoir quand ils vont vouloir sortir, ils vont vouloir faire une bonne opération financière. Et en fait, c'est super, quoi, surtout dans un contexte où ça marche bien. Donc, on est dans un climat de confiance totale et ça m'aide beaucoup. Donc finalement, ouais, c'est ça, c'est d'avoir des alliés qui t'entourent, qui te donnent des expertises et des compétences annexes à celles que tu as finalement. Exactement. Tu vois, c'est vraiment le conseil que je donnerais à des jeunes entrepreneurs. Je passe pas mal de temps, de plus en plus, à aider des jeunes qui montent des boîtes parce que ça me fait marrer, parce que je trouve que c'est une forme de transmission qui est intéressante. Même si mon temps quand même est un peu compté, mais je le fais quand même pas mal. Et en fait, le conseil souvent que je leur donne, c'est de s'entourer. Alors, la règle numéro 1, c'est recruter les meilleurs, recruter les meilleurs, recruter les meilleurs. Aucune concession sur les recrutements. Parce que la réussite d'une boîte, c'est avant tout l'exécution. Et ça passe par là. Et c'est aussi s'entourer, se créer un écosystème avec d'autres entrepreneurs, avec éventuellement des coachs, avec un fonds, etc. Parce que, en fait, moi, je passe mon temps à apprendre. Je n'ai pas été formé du jour au lendemain à gérer une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, la gestion du cash, la gestion de l'organisation, comment tu franchis ces étapes, comment tu recrées une ambition, quelle vision tu donnes qui n'est pas forcément la même que celle des 3 premières années. Bon, ben, tout ça, en fait, il faut aller chercher de l'inspiration aussi soi-même à l'extérieur. Et je trouve que se créer cet écosystème, c'est absolument fondamental, quoi. Ouais, de s'entourer d'un réseau de compétences. Et quand tu dis recruter les meilleurs, c'est souvent difficile quand on entreprend parce que qui dit meilleur dit cher. Ouais. C'est pas grave. Il vaut mieux payer cher. Non, mais je suis absolument convaincu de ça. C'est comme la valise que tu achètes pour partir en vacances. Si tu achètes une valise de merde, tu vas la changer tous les ans. Tu achètes une bonne valise, 10 ans après, tu vas dire finalement, c'était pas si cher. Bon, mais là, c'est pareil, quoi. Il vaut mieux payer des gens plus chers et avoir des gens qui sont super compétents, super impliqués. Je pense que c'est vraiment la clé. Donc, Le Hibou est en pleine croissance. FT 120, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est quand même une fierté, j'imagine. C'est quand même un beau tampon français. Donc, c'est là, juste, c'est quoi l'étape d'après, finalement? Bah, l'étape d'après, pourquoi pas le Next 40, tu vois, où tu retrouves vraiment les 40 startups les plus prometteuses. Mais bon, je dis ça, à la limite, ça ne change pas grand-chose. L'étape d'après, je pense, c'est comment est-ce qu'en fait, on va faire passer l'entreprise de 100 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années, en 5 ans. Et du coup, quels sont les impacts en termes d'organisation? Quels sont les moyens dont on a besoin pour atteindre cet objectif? Est-ce que moi, je suis toujours la bonne personne? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là, en fait, que je me pose actuellement, qui sont vraiment passionnantes. Et comme je te disais, qui nécessitent de s'entourer de gens qui ont déjà vécu des étapes que toi, tu es en train de vivre, quoi. Donc, c'est toujours avoir un temps d'avance, se poser les bonnes questions, bien anticiper l'avenir, tout en essayant d'être dans le présent et de profiter de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est toute l'expérience des entrepreneurs, c'est de voir loin, mais de rester quand même focus sur l'instant présent. Ouais. En vieillissant, je trouve que tu vois, c'est un truc qu'on arrive mieux à faire. Ouais. C'est probablement la sagesse un peu de celui qui vieillit. Je trouve que si on arrive à rester assez fougueux de tempérament, ce qui je pense est pas mal mon cas, d'avoir toujours cet esprit de conquête. Mais par contre, se dire qu'on a du temps et que, en fait, il faut profiter vraiment du présent et pas attendre ce qu'on sera dans 5 ans, parce qu'en fait, c'est une erreur énorme, quoi. Globalement, il faut arriver à dire que ce qu'on vit, c'est ça qui est sympa, quoi.
Merci beaucoup, Christophe, d'être venu dans le roller coaster. Je t'en prie, Nelly. Merci à toi. Je t'invite à signer ton ticket. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le liker et le partager. On se retrouve dans le prochain. À bientôt.